place des vacances dans l'accompagnement des clients, hein. Y a-t-il des choses auxquelles on doit prêter attention autour de cette période pour nos clients? Comment le thérapeute peut-il prendre des vacances par rapport à ses clients? Y a-t-il plusieurs façons de prendre des vacances avec sa clientèle? Et que signifie prendre des vacances par rapport à des gens qu'on a en charge, y compris des cas difficiles, par exemple? Ouais, il y a plein de questions passionnantes comme ça qu'on pourrait enchaîner pour garder l'idée du thème et entrer dans un propos sur le professionnel, la professionnalisation, l'acte professionnel, la relation professionnelle à nos clients. Qu'en penses-tu? Oui, ça me parle bien parce que je me vois en tant que client avec mon thérapeute, peut-être peut-être plus maintenant, mais il y a quelques années en arrière, quand il me disait: «Voilà, je pars, 1 mois ou 1 mois et demi en vacances», j'avais quelque chose qui réagissait en me disant: «Bah, non, mais c'est super long, quoi, et Ouais, moi? ouais, c'est ça. Et moi là-dedans, quoi?» Il s'en va, tu vois, il y a un phénomène un peu peut-être pas d'abandon, mais c'est un petit peu dans cette direction-là, quoi. Eh oui, Et je crois que c'est aussi parce qu'il y a pas en fait, jamais j'ai vu mettre des mots, en parler tout bêtement, quoi. eh oui. Et ça me pose aussi la question de faut-il se rendre disponible pendant ses vacances? S'il y a quelque Eh chose oui. d'extrême qui apparaît, est-ce qu'il faut être disponible ou au contraire dire: «Bah, écoutez, finalement vous êtes autonome, débrouillez-vous», mais pour certains Eh cas, oui. ça peut être difficile. Et Allez, en même temps, le thérapeute a besoin de vacances, donc s'il est appelé, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, il replonge dans quelque chose. Je suis d'accord que c'est des vraies questions. ah oui. Tiens, une expérience, écoute. Comment l'auditeur supporte-t-il ce petit temps de vacances? Comment Et supporter je ce pense, vide? et oui, comment supporter ce petit temps de vacances? Et je proposerais bien que dans la suite de notre entretien, heu, j'introduise un petit temps de vacances comme ça. Et parce que ça serait très coordonné avec notre thème. Je m'absente. Quelque part, on s'absente de faire du bruit et on écoute le silence. Ah! Qu'est-ce que ça provoque? Serais-tu d'accord que j'introduise ça, exceptionnellement aujourd'hui pour voir ça serait coordonné avec le thème? Allez, essayons. Essayons. Donc voilà, et puis on peut commencer à discuter, poser une question ou 2 autour de cette thématique et puis de temps en temps, j'introduirai un instant de vacances. Alors peut-être certains auditeurs, ça va être très intéressant pour eux, ça va les irriter. Ah, ça vaudra le coup qu'ils se posent la question du coup: «Mais pourquoi ça m'irrite qu'il y ait un petit temps de vacances?» D'autres, ça va les calmer. Tiens, ah! Un temps de respiration et de vacances, et cetera, et cetera. Ça va être peut-être très intéressant pour chacun d'entre nous de se demander comment on vit ce temps de vacances. Alors, parmi toutes les questions que je suggérais, est-ce qu'il y en a une qui t'intéresserait en premier?
Écoute, moi, ce qui m'intéresserait, puisque ça se pose aussi pour moi, c'est, en tant que thérapeute, faut-il gérer les vacances avec ses clients? Ou simplement dire: «Bah, voilà, je suis en vacances de telle date à telle date, salut, bisous». Toi, c'est pas pareil. Qu'est-ce que toi tu ferais? Alors, déjà, je voudrais donner une information aux auditeurs. C'est à ma connaissance, et dans mon expérience de formation, je crois que je n'ai jamais, ou alors ça m'a échappé, assisté à un séminaire, à un temps de formation même, qui aborderait ce thème, à savoir comment gérer le temps de vacances avec les clients. Très étrange, parce que c'est un temps important dans la vie, dans un rythme, dans une année. Et à ma connaissance, ça n'a jamais fait l'objet d'une étude sérieuse, ni même d'un article que j'ai pu lire sur ce thème. Un article consacré uniquement à qu'est-ce que c'est que les vacances, comment gérer les vacances. Donc déjà, c'est indicatif. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Pourquoi cette chose aussi importante n'a-t-elle jamais fait l'objet d'un intérêt, de réflexion? Curieux. Donc, je n'ai pas la réponse, hein, mais j'ai au moins la question. Et comme ça, chacun pourra se poser la question. Alors, pour revenir à ton questionnement, faut-il gérer, mais je rajouterais comment gérer ça. Ce qui me vient, tu vois, c'est que la manière dont ça va être géré va dépendre de comment le praticien se positionne dans ses relations au lien. Qu'est-ce que c'est que pour lui un lien avec ses patients? Ça va dépendre aussi de comment le praticien a une vision globale de ses clients ou une vision, on va dire, particulière de chacun de ses clients. Je veux dire par là que s'il a une vision globale, il aura un comportement global. Et s'il a une vision particulière, il aura une vision et un comportement adapté à chacun des clients sur ce thème-là. Pour le premier questionnement, ça dépend comment le praticien gère le lien, c'est-à-dire si c'est un praticien qui a un rapport au lien, on va dire, si c'est un praticien qui a un rapport au lien du type binaire, blanc-noir, il est possible qu'il entre dans une relation blanc-noir, ouvert-fermé, être là, être absent. Si c'est un praticien qui a un rapport au lien, comme le lien étant quelque chose euh, de progressivement gérable, il va entrer dans une relation avec les vacances où la progressivité va être introduite dans la relation pour lui. Si c'est un praticien qui tient compte de qui sont ses clients, il va probablement gérer cette relation de vacances de façon un peu spécifique avec chacun des clients. Donc, je dirais que ça va dépendre de comment le praticien évolue dans son propre rapport au lien et à son métier. En ce qui me concerne, par exemple, quand j'ai commencé à pratiquer en libéral, d'abord j'ai pratiqué en salarié. Enfin, quand je pratiquais en salarié, dans l'accompagnement avec les gens, c'était très simple, hein. J'avais des vacances de salarié, donc quand j'étais en vacances, l'accompagnement s'arrêtait. C'est le cas de tous les accompagnants qui sont salariés. Un psychologue en institution, un psychothérapeute en institution,
eh bien, il accompagne des familles, des enfants, etc. Mais s'il a ses vacances, eh ben, il a ses vacances, ça s'arrête, point. Les gens sont prévenus des vacances et c'est comme ça que ça se passe, c'est tout. S'il n'est pas salarié, s'il est libéral, il a une marge de manœuvre beaucoup plus subtile, puisque c'est lui qui peut décider de ses vacances déjà complètement, qui peut décider de la durée, ce qui n'est pas le cas complètement salarié, on a une quantité de vacances paramétrée. Donc il peut décider de la durée de ses vacances, il peut décider de façon autonome quand est-ce qu'il les pose, et il peut décider de créer des cas particuliers pour certains clients, ce qui n'est pas le cas pour un salarié. Donc il y a beaucoup plus de marge de manœuvre quand on est libéral. Ça, c'est l'aspect statutaire. Déjà, ça change beaucoup la donne. L'autre aspect, c'est que le praticien va avoir un rapport au lien qui est unique. Par exemple, il y a certains praticiens, pour eux, dans leur conception du monde, quand j'arrête quand je prends mes vacances, la porte est hermétique, elle est fermée. Comme quand je suis en week-end. Sans parler des vacances, on peut parler des week-ends, c'est des petites vacances. La porte est hermétiquement fermée. Pour d'autres praticiens, la porte est semi-ouverte et pour d'autres praticiens, elle est constamment ouverte. C'est-à-dire que pour être plus précis, plus concret, les patients peuvent appeler, envoyer des SMS. Le praticien peut répondre ou pas. Quand j'ai commencé à pratiquer, je travaillais comme psychanalyste. Alors, d'abord salarié, voilà, j'ai répondu. J'ai commencé à pratiquer comme libéral il y a maintenant donc plus de 35 ans. Eh bien, et je pratiquais comme psychanalyste, un psychanalyste assez freudien, influencé par l'approche de Lacan, mais assez freudien. Donc, quand je fermais la porte, eh bien, je m'occupais de moi, c'est tout. Hein, et mes clients, la porte était hermétique, dans le sens où je ne proposais absolument pas à mes clients de pouvoir me contacter pendant les vacances. Il y avait une idée dans mon mental, en tout cas c'est comme ça que j'avais interprété la psychanalyse à l'époque, pendant tout le temps où j'ai pratiqué comme psychanalyste en supervision, il y avait une idée de l'autonomie des patients, une idée que les patients étaient libres de leur parcours, étaient libres, et moi aussi, que nous étions tous les deux des êtres libres, et que mon rôle était surtout de faire en sorte qu'ils conservent cette liberté face à moi et avec moi, et que je conserve la mienne également. Voilà. Donc du coup, il y avait une espèce de prudence avec le risque de la dépendance, Et je sais, hein, je fais une parenthèse, que pour d'autres psychanalystes, ce n'est pas le cas. Ils avaient une conception très différente. Par exemple, j'ai commencé comme ça, quand je prenais des vacances en tant que psychanalyste, l'été, et bien avec mes clients de juin, voilà, je paramétrais avec eux les rendez-vous de septembre, par exemple. Donc, était déjà prévu à l'avance, sauf pour ceux qui ne le voulaient pas, était déjà prévu à l'avance l'intégralité des rendez-vous de septembre. Voilà. Donc, c'est une façon de gérer l'absence en disant nous allons nous retrouver. Ah, ça aussi, c'est un élément intéressant. Hein. C'est-à-dire que c'est une absence, mais avec une prévision de retrouvailles, ce qui peut être très sécurisant pour beaucoup de patients. Mais d'autres patients peuvent le vivre comme enfermement. Et puis, au fil de ma pratique,
de psychanalyste, j'ai beaucoup nuancé ça et je ne l'ai fait que pour des patients dont j'estimais qu'ils étaient vraiment, pour lesquels c'était risqué d'être dans du vide comme ça. Donc comme tu le vois, je pensais aux patients, pas spécialement à moi. Je pensais au bien-être de mes patients. Et puis, j'ai évolué dans ma pratique, j'ai fait pas mal de formations en psychothérapie, dont je passe les détails. Et j'en suis arrivé, à l'heure actuelle, à laisser encore plus de marge de manœuvre aux patients et mais de façon très différente encore maintenant. Puisque maintenant, je propose aux patients qui en ont besoin de me contacter pendant mes vacances s'ils en ont besoin. Et à ce moment-là, je peux paramétrer avec eux une séance de thérapie, d'accompagnement, de réajustement à un moment donné, si vraiment c'est indispensable ou très important pour eux. Donc, ils ont une marge de manœuvre euh, pour me contacter pendant mes vacances, ou leurs vacances d'ailleurs. Et par contre, je ne prévois pas forcément en septembre de rendez-vous précis. Je les laisse décider à 100% du moment où on va se retrouver physiquement. Donc j'ai modifié un peu cette pratique, tu vois, c'est un peu complexe, hein, j'en ai conscience, mais j'ai modifié cette pratique en offrant à la fois plus de possibilités aux patients en termes de liens et euh, avec moins de contraintes pour le moment où on va se retrouver. Mais ceux qui veulent le faire peuvent le faire, hein. Il n'y a aucun interdit pour prévoir un rendez-vous à la rentrée pour ceux qui le souhaitent, c'est prévu bien sûr. Mais je ne vais pas le stimuler plus que ça. Donc comme tu vois, dans ma dernière version en tout cas de mon rapport aux vacances, j'ai trouvé intéressant de distinguer mes vacances physiques au bureau de mes vacances relationnelles. Et c'est ce que je dis à tous mes patients. Je leur dis, je suis en vacances, et ce n'est pas parce que je suis absent de mon bureau que je suis absent de la relation avec vous. J'aime leur dire ça parce que pour moi, c'est vrai. C'est comme ça que je le vis. Et je répète exprès, ce n'est pas parce que je suis en vacances à mon bureau que je suis en vacances de la relation avec vous. Nous sommes toujours en relation et en lien. Et il vous sera toujours possible de me contacter si c'est vraiment important pour vous. Et j'estime que c'est ainsi que je prends ma responsabilité par rapport à la difficulté éventuelle que vivent mes patients. Alors je précise bien sûr que si une séance est prévue pendant mes vacances, on l'organise à un moment qui me convient, hein, et qui leur convient. Et bien sûr, cette séance est payante, évidemment. Tout ça va de soi. C'est vraiment un travail. Voilà. Donc, première pause de vacances, et après, je te laisse réagir. Ah, j'en profite pour
te demander de vérifier l'heure parce que je ne peux pas regarder l'heure et j'ai des choses après 10 heures, hein, juste une petite parenthèse. Voilà, je te remercie. Alors, comment as-tu envie de réagir à ça? Écoute, j'aime bien ce que tu nous partages là sur le lien, de conserver le lien, parce que la thérapie, quand même, le lien est au centre, est au cœur de la thérapie. Donc, conserver ce lien même si on est à distance. J'entends aussi une forme d'équilibre, pas passer d'un extrême à l'autre. J'aime bien cette notion d'ajustement à la fois général et particulier. Il y a aussi une notion de responsabilité, c'est que finalement, tu rends responsable les clients d'interrompre tes vacances ou pas. C'est que je peux imaginer qu'il y a quand même une forme de balance entre respecter tes vacances et en même temps une souffrance qui est là et dont j'ai vraiment besoin de faire quelque chose. Et donc, je prends la responsabilité d'appeler et d'interrompre des vacances. Alors peut-être que chez certaines personnes, ça ne changera pas grand-chose. Enfin, chacun, c'est très, très personnel, ça. Mais... Donc, j'aime bien cette forme d'équilibre. Ce qui me venait, c'était des questions autour de comment, au niveau du thérapeute, comment gérer ses vacances. Parce qu'évidemment, potentiellement, ça fait des interruptions. Et moi, je sais chez moi que j'aime bien avoir des moments sans interruption, justement. Une semaine avec 2-3 séances, et c'est pareil avec le travail en général, répondre à des emails, etc. C'est pas pareil que justement quand je suis vraiment focalisé sur autre chose, en fait. Comment gérer ce que j'appelle moi des interruptions? C'est ta question. Ouais, je serais curieux de savoir comment que toi tu fais comme des espèces de petites bulles dans ses vacances. Voilà, comment interrompre ses vacances, faire une séance et repartir sur ses vacances. Alors, c'est vrai que je n'enseigne pas ça, mais je pourrais l'enseigner parce qu'il y a vraiment beaucoup à réfléchir là-dessus. Et je suis arrivé à un système qui, moi, me satisfait et semble satisfaire mes clients. Alors, en quoi consiste ce système? D'abord, j'informe les clients, évidemment, de mes dates de congé du bureau. Ça va de soi. À l'avance. Bon, ça, c'est une évidence. Et la deuxième chose, c'est que s'il y a des moments spécifiques des vacances où je sais que je ne répondrai pas à un message, voilà, j'informe. Par exemple, imaginons que sur mon mois et demi de vacances, il y a 3 jours où je fais un stage de méditation pour moi. Ben, j'informe les clients, je dis, ah, il y a 3 jours là où de toute façon, je ne répondrai pas à votre appel. C'est ces 3 jours-là. Voilà. Ensuite, le contrat avec le client, parce qu'il s'agit d'un contrat, c'est un peu mon dada, moi qui suis analyste transactionnel. Donc c'est une méthode qui est vraiment très puissante avec ça, l'analyse transactionnelle, créée par Eric Berne. Et un des points forts, c'est la relation au contrat. Le contrat étant un accord bilatéral. Donc, simplement, le mot n'est pas joli, contrat, ça fait penser à administratif, mais en fait, c'est un accord bilatéral. Il y a une information, on vérifie la réaction de l'autre et on ajuste éventuellement au besoin l'information ou la proposition. C'est ça un contrat. Donc j'informe le client de ma proposition qui est la suivante. Je dis voilà, vous pouvez me téléphoner quand vous voulez, il n'y a aucune exception. M'envoyer un message quand vous voulez, 24 heures sur 24, il n'y a aucune exception. Donc ça s'appelle une permission, l'analyse transactionnelle d'ailleurs. C'est donner une permission. Et je donne la suite de l'info. Je dis par contre, sachez que je ne vous répondrai pas immédiatement,
probablement. Voilà. Car en général, je coupe mon téléphone portable quand je suis occupé. Donc, le client sait à l'avance qu'il n'y aura pas de réponse immédiate. Sauf si je ne suis pas occupé à ce moment-là. Mais en général, j'informe par prudence que mon téléphone est souvent coupé en vacances, mis sur mode avion, voilà, que j'écoute mes messages en fin de journée. Donc le client le sait. C'est important pour son système. Parce que ça veut dire que son système blessé, des exilés, y compris les protecteurs, ils ont l'info. Non, que de toute façon, il n'y aura pas une réponse immédiate. Autre info que je donne, dit OK, une fois que j'aurai lu votre message, je vous répondrai. Ah, deuxième info qu'a le système client. Il sait, et ça va le rassurer, qu'il y aura une réaction. Voilà. Pas immédiate, mais il y en aura une. Troisième info que je donne, je dis, si vous avez besoin d'une séance, je vous proposerai un moment ou 2 moments possibles pour moi. Là, le système client est informé que non seulement le message est reçu, mais moi, en tant que thérapeute accompagnant, j'en tiens compte au point, et je le prends au sérieux, au point de proposer, s'il s'avère que dans le message, il y a une demande, ou bien sûr une alerte évidente, hein, parce que si c'est juste pour dire, ben voilà, mon mariage s'est bien passé, je voulais vous en informer, ben, ça ne réclame pas une séance, évidemment. Mais si c'est pour dire je vais très très mal, etc., moi je répondrai, avez-vous besoin d'une séance pour en parler? Je vérifie qu'il y a une demande quand même. Voilà, ça sera ma réaction par exemple. Et si le client dit oui, j'ai besoin d'une séance pour en parler, je fais une proposition de 1, 2 ou 3 moments qui me conviennent. Donc le système client est averti qu'il ne me dérange pas, puisque c'est moi qui décidais des moments qui me conviennent pendant mes vacances. Donc ça relaxe, c'est des moments qui me conviennent. Ben, ça ne me dérangera pas, ces moments-là. Je peux m'organiser. Ah, le système client est OK. Donc ça évite les mouvements internes de culpabilité, de honte, puisque voilà, le client sait que je vais lui proposer des moments qui me conviennent. Et il va choisir, lui, un de ces moments-là. Et à ce moment-là, eh bien, tout simplement, on met en place la rencontre. Et le client sait également que cette séance est rémunérée. Donc, ça élimine les restes éventuels de culpabilité qui pourraient être générés par le fait qu'il me dérange, entre guillemets, pendant mes vacances, puisque c'est une séance qui, en plus, est payée. Donc, le système client a une conscience, forcément, ça active, ça augmente la conscience que c'est un travail, c'est la suite du travail. Voilà, et que le client prend ses responsabilités en me payant pour ce temps que nous allons passer ensemble. Donc voilà comment je procède pour, rassurer le système client et faire en sorte que pour moi ce soit tranquille. C'est que je choisis vraiment un ou des moments qui ne me dérangent pas et ne dérangent pas ma famille pendant les vacances pour le faire. Par exemple, exemple simple, moi je suis très matinal. Dans ma famille, les gens ne sont pas matinaux, il n'y a que moi, donc je sais que si je donne un rendez-vous à 7 heures du matin, ça ne me dérangera pas et ça ne dérangera pas ma famille. Ou que si je donne un rendez-vous à 21h30 ou 22h, ça ne me dérange pas en général et ça ne dérangera probablement pas ma famille plusieurs fois de suite, plusieurs jours de suite. Voilà. Voilà la réaction à ta question et voyons, après un petit temps de vacances de 15 secondes, comment tu réagis à ça? Mmh.
Alors, comment as-tu envie de réagir à ça, Laurent? Écoute, là où j'aurais été curieux, c'est, je vois bien le côté client, je trouve ça assez complet. Là où j'aurais été curieux, c'est que tu nous partages comment est-ce que tu gères tes vacances, entre guillemets, ou comment est-ce que tu vis tes vacances par rapport à ce métier de psychothérapeute? Par exemple, est-ce que tu profites de ce temps, de ce vide, de cette distance pour faire un point avec tes enfin, avec l'ensemble de ta clientèle? Est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent, toi, comme une espèce de prise de conscience? Est-ce que ça se fait naturellement? Est-ce que c'est programmé par toi? Est-ce que c'est des vacances studieuses ou pas? Comment ça ça m'intéresserait. Il y a peut-être une autre question derrière, c'est comment tu te reposes? Est-ce que tu as trouvé des trucs pour te reposer de toutes ces séances de l'année? Voilà, j'aurais été curieux d'avoir ton expérience là-dessus. D'accord. Alors, peut-être je vais commencer par la deuxième question. Comment je me repose? Alors, je crois que je suis assez unique dans mon genre par rapport aux collègues que je connais, parce que je prends énormément de vacances dans l'année. Hein. Je prends en moyenne, au sens où on entend, pas être au bureau, hein. Je prends en moyenne, depuis 35 ans hein, que j'exerce, au minimum 4 mois de vacances dans l'année, 16 semaines par rapport à mon bureau. Donc ça veut dire, si je fais une moyenne, je prends au minimum une semaine et demie de vacances par mois, sans compter le week-end, évidemment. Donc ça, c'est le premier point. Donc j'ai toujours pris soin de me reposer, de faire d'autres choses. Je dis ça parce que j'ai des collègues, y compris, surtout dans le domaine des médecins ou des psychiatres, qui prennent très peu de vacances. Et évidemment, ça pose le problème du repos. Surtout que certains de mes collègues ont une espèce de valeur qu'on peut questionner, qui est travailler beaucoup, travailler dur. Travailler beaucoup est une belle valeur. Ce n'est pas une valeur que je mets sur le sommet de la pile pour moi. Je mets sur le sommet de la pile la valeur de l'équilibre entre le travail et le repos. Et je ne mets pas sur le sommet de la pile travailler beaucoup. C'est un premier point. Tu veux réagir là-dessus avant que je continue? Moi, ce que j'aime bien, c'est, tu sais, cette notion de permission, en fait. C'est pour ça qu'interroger des gens et de voir leur propre expérience, ce qui s'autorise, quelque part, ça l'autorise aux autres aussi. Oui, Ah bah tiens, si Axel fait ça, et pourquoi moi, je ne pourrais pas avoir 4 mois de vacances dans l'année, finalement? En dehors peut-être des aspects économiques ou d'autres trucs pratico-pratiques, mais sinon, finalement, qui m'oblige à travailler 10, 11 mois de l'année, quoi? ben exactement. Exactement. Et j'attire l'attention de tous nos concitoyens là-dessus, et surtout les libéraux. Les salariés, c'est différent, ils sont plus coincés, on va dire. Mais pour les libéraux, mais qu'est-ce qui vous oblige à vous en mettre plein le dos? Qui vous oblige à ça? Alors certains vont me répondre: «Ah oui, mais j'ai des emprunts, des bidules». Mais qui vous oblige à vous surbooker avec des emprunts? Qui vous oblige à vous mettre dans des situations de difficultés financières? Très souvent, ce sont des choix. Des fois non, mais très souvent, ce sont des choix, évidemment, qu'on est obligé de payer, c'est le cas de le dire, après, hein. Voilà.
Ah, mais je n'ai pas le choix, je dois faire. Non, 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 ce sont des choix. Tout quasiment est un choix. Ah, mais je suis obligé de payer pour mes enfants qui font des études. Non, 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 ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Mes parents n'ont pas payé mes études. Je m'en suis extrêmement bien sorti tout seul. Et je les remercie de ne m'avoir rien financé. Petite parenthèse personnelle. J'ai payé moi-même mes études en travaillant et je les remercie infiniment de ne m'avoir rien donné. Et vraiment, c'est sincère, je les remercie de ça. Et j'ai gagné d'une autonomie, d'une puissance grâce à eux. Et, beaucoup de gens n'imaginent pas. Bref, fin de ma parenthèse personnelle. Donc, du coup, le repos, voilà pour le repos. Le repos ne se gère pas avec les vacances d'été. Non, non, non. Le repos se gère toute l'année avec une gestion équilibrée du temps de vacances et du temps de travail toute l'année, chaque mois et même chaque semaine. Comment chaque semaine je crée des espaces de repos et de vacances? La question se pose chaque semaine. Voilà, par exemple, pour clôturer l'exemple personnel, là, depuis octobre dernier, j'ai décidé de ne travailler en consultation que les après-midi, de 14h à 19h. Voilà, et je ne fais pas d'exception. Et le matin, c'est pour autre chose, qui est aussi du travail, malheureusement, parfois, la gestion administrative de mes papiers, mais aussi la vie familiale, les repos, les balades, sommeil, voilà. Donc, ça, c'est pour le repos. Alors, tu avais une autre question, c'est comment j'utilise les vacances. Alors, avec les patients. Alors, la première chose, c'est que avant les vacances, souvent, je fais quelque chose la semaine qui précède ou les quelques semaines qui précèdent. Bon, évidemment, j'en parle avec les patients, ça peut arriver, hein, pour ceux qui ont envie ou besoin de comment va se passer ce temps de vacances. Et moi, je trouve ça important d'en parler. C'est quand même un temps important. Que vont-ils faire? Comment ça va se passer pour eux? Qu'est-ce qu'ils appréhendent? Qu'est-ce qu'ils vont faire de sympa? Et puis, je leur rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure me concernant dans le lien avec eux. Bien, ça fait partie des choses à échanger avant les vacances. Mais ce que je fais aussi souvent, c'est que je fais le point sur mon fichier client. La semaine qui précède mon arrêt au bureau, et je regarde tout mon fichier client, et je regarde les clients qui, par hasard ou pas par hasard, ne m'ont pas contacté depuis quelque temps. Voilà, ont oublié, ne sont pas revenus. Et à ce moment-là, en général, je fais un point là-dessus et j'envoie un message, mail souvent, pour dire je vais partir en vacances et demander si ils souhaitent que je clôture le dossier avec eux ou s'ils souhaitent me recontacter pour la rentrée. Parce que moi, dans mon mental, ça boucle des boucles. C'est comme on dit en Gestalt, ça ferme des boucles, des circuits. Voilà. Donc, je regarde tout mon fichier de clients. Ça permet de remettre certains dossiers clients dans le backup parce que je sais qu'ils, ça y est, ils sont clôturés. Et en tout cas, j'ai envoyé un message, j'attends leur réponse. Ils ont répondu ou pas répondu dans un certain délai. Donc, je fais ça plutôt en général en juin, plutôt début juin, ça laisse du temps pour avoir les réponses, pour classer les dossiers en fait. Ça me permet de partir en vacances avec une espèce de classification des dossiers. Et donc, mon esprit est plus tranquille, plus calme. Seul reste dans mon dossier client ceux avec qui il y a encore effectivement une gestion du lien. Bon, ça c'est pour avant les vacances. C'est très important à faire de mon point de vue. Pendant les vacances, je pense, objectif réel, objectif, en fait, je ne pense pas à mes clients du tout, sauf ceux qui vont me contacter. Mais en général, mon esprit est tourné vers ce que je fais avec ma famille, voilà, ou avec les copains. Donc, je vis ce que j'ai à vivre, hein, comme tout le monde, hein, les balades, les barbecues, les activités diverses.
mais je ne pense pas du tout à mes clients, sauf, je répète, ceux qui me contactent. Ou sauf si il y en a un pour lequel j'ai un souci particulier, ça pourrait arriver que j'y pense, mais c'est assez rare que ça m'arrive. Voilà. Et d'autre part, pour ta question, est-ce que j'utilise ces vacances pour travailler alors, et comme je prends beaucoup de vacances, par exemple, là, je suis en vacances du 15 juillet au 15 septembre, en gros, pendant 2 mois, sauf début août, je travaille 3 demi-journées. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de vacances. Du coup, effectivement, il y a des temps de farniente, des temps voilà, classiques, mais aussi il peut y avoir un temps où, pour moi, c'est des vacances. Par exemple, cette semaine, enfin au mois d'août, j'ai une semaine où je vais à ce qu'on appelle la communauté Semlaté. C'est un groupe qui a lieu chaque année où se réunissent des gens intéressés par l'analyse transactionnelle en famille et dans laquelle il y a toute la journée des ateliers, des conférences, des ateliers divers sur des thèmes divers. Et en général, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, j'anime des ateliers moi-même dans ce groupe-là. C'est une occasion pour rencontrer plein de praticiens ayant le même cadre de référence, mais dans une ambiance festive et de vacances. Donc le soir, on fait la fête, on danse, on fait de la musique, euh, du théâtre, plein de choses, voilà. Il y a une journée libre au milieu où on peut aller se balader dans la région. Et il n'y a aucune obligation d'aller aux ateliers. Viennent aux ateliers ceux qui veulent, quand ils veulent. Et il y a ceux qui proposent des ateliers, dont moi, on est une quinzaine de praticiens à proposer des ateliers sur des thèmes extrêmement variés. Là, par exemple, cette année, je propose un atelier sur l'utilisation de la danse en psychothérapie dans les groupes, puisque j'utilise depuis très longtemps la danse dans mes groupes de psychothérapie. La danse et le mouvement. Voilà, donc je vais montrer comment j'utilise la danse et le mouvement dans mes groupes de psychothérapie. Voilà. Par exemple, mais j'ai fait des ateliers sur des tas de choses, l'utilisation de l'espace, l'utilisation du temps en psychothérapie, les accords Toltec, enfin j'ai fait plein d'ateliers sur des thèmes extrêmement variés. Donc voilà, et donc du coup, là, pour répondre à ta question, c'est une façon de penser à ma pratique, de travailler encore ma pratique, mais dans un cadre ludique et détendu. Voilà. Peux-tu réagir sur tout ça pour l'instant? Après 15 secondes, tiens, allez, hop. Ah. Hmm. Ah, et voilà ce petit temps de vacances, bienvenue, avec un joli son. Comment as-tu envie de réagir? Ouais, j'entends effectivement que comme tu prends pas mal de vacances, en tout cas, tu as des espaces assez longs, ça permet de les occuper à différentes activités. Mon système réagissait en disant, ben, s'il se prend une semaine de pratique autour de l'analyse transactionnelle ou d'autres choses, est-ce encore des vacances? Euh, Finalement, est-ce qu'il arrive vraiment à vraiment couper? Mais bon, c'est qu'une semaine parmi 2 mois, là, dans ce que tu précises. Et puis, effectivement, il y a après cette thématique qui est connexe, qui est la thématique des formations, des pratiques. Voilà, il y a tout. Il y a pas mal de choses. Ça sera peut-être une autre thématique. Donc voilà Et comment alors, ça me faisait réagir. d'accord. Ouais. Et alors, en fait, je n'éprouve pas un besoin de couper, parce que tu as employé souvent ce terme, et beaucoup de gens emploient ce terme, besoin de couper. Et je réagis, moi, parce que je n'ai pas besoin de couper. Et je n'ai pas besoin de couper du tout, parce que couper quoi? Je me sens bien dans mon travail. Mon travail ne me fatigue pas en général, parce que je m'organise pour qu'il ne me fatigue pas. Donc, couper quoi? Couper le lien, j'en ai pas besoin, parce que j'offre à mes patients la possibilité de continuer pour ceux qui en ont besoin. Couper pourquoi en termes de fatigue? Ça ne me fatigue pas plus que ça mon travail.
Non, j'ai envie de changer d'ambiance, mais sans rien couper de particulier. C'est bien pour ça que j'apprécie là, cette semaine à Semlaté, hein, parce que ça mixe, au contraire, ça coupe pas. C'est une façon de mixer les loisirs et ma passion, de mixer le plaisir et la réflexion intellectuelle ou le partage de pratiques. Un deuxième exemple pour illustrer ça. En juillet, je me retrouve très régulièrement depuis quelques années avec mon frère et ma sœur, avec qui je m'entends extrêmement bien. C'est un moment génial où on prend du temps pour être que tous les trois sont les conjoints. C'est un moment fabuleux. Eh bien, pendant ce temps qu'on passe ensemble, je leur ai fait découvrir le rebirth. Le rebirth, qui est une pratique qui me passionne. C'est une façon de respirer qui amène dans des univers inconnus et très, très passionnants. Eh bien, je leur ai fait faire une pratique de rebirth. Donc, c'est du professionnel, on pourrait dire. Mais en fait, non, ce n'est pas du professionnel. C'est une passion que je leur fais découvrir et qui les a passionnés. Voilà, donc c'est du loisir, c'est du travail, c'est coupé, c'est pas coupé. Ben non, c'est une continuité de la passion mixée avec le loisir. Voilà. Et c'est la seule façon dont j'envisage mon travail, c'est qu'il puisse être passionnant, relaxant, tranquille. Sinon, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai toujours considéré et vécu mon travail de cette manière-là, d'une manière telle qu'il s'intègre dans ma vie d'une façon justement, comment dire, non traumatique. Le travail, surtout d'un psychopraticien, ne doit pas être quelque chose de traumatique. C'est pas fait pour être quelque chose de traumatique. C'est pas fait pour être quelque chose de lourd. Sinon, ça veut dire que le praticien est entré dans un scénario de vie traumatique et qu'il utilise son travail comme étant un fardeau de plus dans sa vie. Hein. Et là, ça rejoint l'IFS, c'est-à-dire qu'il est en train d'utiliser une partie de son système, utilise le travail comme un fardeau de plus pour révéler un fardeau. Ce n'est pas du tout ma conception. Hein. Mon travail est un loisir. Et ça a toujours été ça depuis 35 ans. Ça a été un loisir depuis le début. Quand j'ai commencé ma pratique professionnelle, j'ai commencé à mi-temps. Ça prenait la moitié du temps. J'ai jamais travaillé à plein temps. Jamais, jamais, jamais. Comme quand je travaillais dans les services sociaux, par bonheur, je n'ai pas été employé à plein temps. J'étais employé à mi-temps, c'était génial. Et quand j'ai enchaîné vers le libéral, j'étais toujours à mi-temps. Et de façon fluide, j'ai continué à travailler quelque part à mi-temps. Quand tu vois, 4 mois de vacances dans l'année. Alors, c'est un mi-temps, c'est très étrange, mais c'est un mi-temps qui est un mi-temps d'apparence, mais qui est un plein temps de loisir. C'est-à-dire que, par exemple, le soir, ça m'arrive très souvent de bouquiner des choses qui me passionnent, mais qui ont un lien avec mon métier. Alors, c'est du travail ou du loisir? Moi, je le vis comme un loisir. Alors, c'est quoi? Et ça me sert dans mon travail. Alors, c'est du loisir ou du travail? Ben, pour moi, c'est de la passion, c'est du plaisir. Donc, ça me sert dans mon travail, mais c'est voilà, c'est pas du travail. Personne ne m'y oblige et j'ai envie de le faire. Et ça ne me pèse pas. Alors, quel est l'indice? Ben, c'est ça. Ai-je besoin de couper ou pas? Ben non, je n'ai pas besoin de couper. Par contre, beaucoup de mes clients ont des vacances l'été. Et j'ai envie de voir mon frère et ma sœur. Donc, tiens, ben, je vais prendre un moment. C'est une bonne occasion l'été pour le faire. Il fait beau. Eh ben voilà. Mais c'est pas dans l'idée que je veux couper. Non, c'est une opportunité pour prolonger mon plaisir d'une autre manière. Allez, 15 secondes, et puis après, je te laisse réagir. Hop.
Ah. Qu'est-ce que c'est bon. Ça, des petites vacances comme ça. Oh, on peut s'y tirer. Ah. Ah. Alors, ta réaction? Et ce qui me venait, c'est une forme un peu de paradoxe, parce que je me rappelle, il y a quelques mois en arrière, ou semaines ou mois en arrière, on avait eu cette discussion autour du métier. Et, Ah oui, et tu m'avais dit que psychothérapeute, pour toi, c'était un métier et qu'en dehors des oui, séances, tu n'étais plus psychothérapeute. oui, Et, c'est vrai. et donc là, j'entends, non pas, comment dirais-je, c'est pas opposé ce que tu dis là, mais quand même, c'est pas tout à fait pareil. Oui. Et donc, où est la nuance, en fait, pour toi? Mmh. À la nuance, c'est qu'il y a un moment où je suis payé, un moment où je ne suis pas payé. C'est là la nuance. C'est-à-dire que c'est un métier, dès lors que je suis payé, vraiment, il y a une responsabilité sociale. C'est-à-dire que c'est du loisir, mais c'est comme un acteur, quelqu'un qui paye pour un film. Alors, c'est sa passion. Mais comme il est payé, il a quand même une responsabilité de bien faire son job, quoi, quand même. Donc, c'est un métier dans ce sens-là, dans le sens où il y a une responsabilité. Le paiement, on est un signe social, socioculturel. Hein, mais ce n'est pas parce que je suis payé que ça exclut, pour moi, la nécessité d'en faire un plaisir. Parce que c'est comme ça que je conçois le travail. Donc, c'est là la petite jointure, hein, payé, pas payé, responsabilité, liberté. Et néanmoins, comment insérer ça dans un univers de vie agréable. Et j'aime bien cette notion de, effectivement, on a l'habitude de dire dans les métiers, il faut que je coupe, il faut que je me coupe de mon C'est ça. quotidien, de mon travail, de mes relations professionnelles, etc. Et alors que finalement, on est des êtres de lien et donc le mot couper dit quelque chose, effectivement. Donc Ah, tu es d'accord. j'aime Ah, bien ouais, cette super. réflexion-là. Oui, 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 oui. Et tu vois, c'est un peu comme pour clôturer, c'est comme ce qu'on fait tous les deux. C'est du travail ou c'est du loisir? Ou c'est ni l'un ni l'autre, ou bien c'est l'un et l'autre. Je ne suis pas payé, donc ce n'est pas un travail. Et pourtant, on parle du boulot. Et pourtant, moi, j'ai beaucoup de plaisir à ce qu'on fait. Alors, c'est quoi? Ah ben, c'est le même truc, tu vois. C'est le même truc.